faculté de médecine qui est née en 2005 de la fusion de la faculté Necker, de la faculté Cochin, de la faculté Broussais-Hôtel-Dieu, comporte environ 10 000 étudiants, 300 professeurs, 800 enseignants. Et elle met beaucoup l'accent, à travers une mission que j'ai confiée à Christian Hervé, à l'interface avec le public, et en particulier avec le grand public, mais aussi la relation entre les médecins et les patients. Et on s'est aperçu, alors je vous fais un bref résumé, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de relation entre les médecins et les patients importants, en particulier dès l'apprentissage de la médecine. Et je pense qu'il faut qu'on se fasse le mea culpa, de se dire que ça ne sont pas les médecins forcément qui sont les mieux placés pour enseigner la relation avec les patients, mais peut-être que ce sont les patients qui peuvent nous apprendre beaucoup. Et j'ai donc chargé, je voudrais introduire dans la faculté de médecine, l'ouvrir, disons, au monde en quelque sorte, et introduire à travers un enseignement optionnel qui a été mis au point par Christian Hervé en collaboration avec des professeurs mais aussi avec des associations. Ce sont les associations de patients, les patients eux-mêmes comme témoins qui vont enseigner sous forme pour le moment expérimentale cette année la relation médecin-patient. C'est-à-dire qu'on va laisser les psychiatres, on va laisser les médecins généralistes faire leur enseignement et il y aura un enseignement supplémentaire, c'est les patients qui disent aux étudiants en médecine ce qu'ils ressentent quand ils sont patients, quand ils sont de l'autre côté, et pour éviter beaucoup de maladresses que l'on voit et beaucoup de malentendus. Une autre réforme, donc c'est un enseignement optionnel sous la responsabilité de Christian Hervé, qui, s'il marche cette année, va devenir obligatoire à partir de l'année prochaine. Une autre chose que nous sommes en train de monter, c'est l'enseignement aux infirmières et aux infirmiers. On a déjà universitarisé depuis longtemps les sages-femmes, et cette réforme qui vient d'être introduite par le gouvernement d'universitariser les professions paramédicales et en particulier les infirmiers et infirmières est une excellente réforme. Et dans cette faculté, nous accueillons cette année 1200 étudiants et l'année prochaine 1800 parce qu'on prendra les 3 années. Et nous avons commencé début septembre et je dois vous dire que c'est un franc succès. Nous filmons tous les cours, ils sont sur Internet et la fréquentation de notre site Internet est passée de 40 000 consultations de plus de 10 minutes en un mois à 95 000 ce mois-ci, à la fin du mois de septembre. Donc c'est une réforme également extrêmement importante pour valoriser ce travail intermédiaire entre les médecins, les patients, les infirmières et changer également les relations entre les médecins et les infirmiers et infirmières, les sages-femmes par ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses nouvelles, cette faculté est ouverte et parmi les grandes ouvertures qu'on veut faire, on continue en fait, c'est les rencontres Hippocrate que j'ai confiées à Christian Hervé, qui est de prendre des sujets pour le grand public qui posent des problèmes, et la Convention d'Oviedo est une bonne introduction. Vous savez que l'année dernière, on avait invité Edgar Morin, on a invité de très nombreuses personnalités et on souhaite, aujourd'hui on a un petit comité si je puis dire, mais il y aura des réunions dans les grands amphis un jour ou l'autre, enfin vous avez tout le programme qui va vous être distribué. Donc je remercie Christian Hervé pour organiser, ainsi que Benjamin Augereau qui est notre responsable de la communication, pour organiser ces rencontres et j'espère qu'elles vont être très fructueuses. Donc en premier, Monsieur Jean Michaud, après vous avoir dit notre complicité, l'avoir révélée au monde en quelque sorte, j'aimerais que vous nous parliez de votre expérience, puisque en définitive vous êtes le père de cette convention. Nous avons lu dans ce livre le témoignage que vous avez fait justement sur le témoignage d'un président, comme quoi c'est souvent difficile, les mots sont très importants, l'attention doit être très, très, très soutenu, de manière à ce que de telles conventions puissent être élaborées. Donc, je vous passe le micro. Bien sûr, nous sommes à votre écoute. J'ai beaucoup de crainte en prenant ce micro parce que ma voix aujourd'hui est très mauvaise.
Alors j'espère que vous comprendrez, que vous entendrez tout de même une partie des propos que je veux tenir. Je vous entends très bien. Merci, monsieur le doyen, et merci, Christian Hervé, des paroles aimables, trop aimables que vous avez indiquées à mon sujet, mais je pense que c'était là l'essentiel. Je pense aux paroles que vous avez dites pour moi. Ceci étant, je suis heureux d'être parmi vous, et j'ai vraiment le sentiment d'être des vôtres, bien qu'il m'ait fallu beaucoup de temps pour arriver jusque-là. Enfin, j'ai mérité votre présence en faisant, avec quelque aide, un parcours accidenté pour entrer jusqu'à cette salle. Nous allons parler, vous souhaitez parler de la Convention d'Oviedo. Je pense que c'est un événement important, pas assez important aux yeux de l'opinion qui connaît peu ce texte encore. Mais avant d'entamer le sujet, je voudrais vous lire un passage du préambule qui me montre toute la problématique. Page 43. Merci. Voilà les considérants que je voudrais vous lire, ou vous relire. Conscient des rapides développements de la biologie et de la médecine, progrès fantastique, convaincu de la nécessité de respecter l'être humain à la fois comme individu et dans l'appartenance à l'espèce humaine, et reconnaissant l'importance d'assurer sa dignité, conscient des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage impropre de la biologie et de la médecine. Usage impropre, c'est là que se situe une grande partie du problème. Il est certain que les médecins et les soignants en général travaillent, et les chercheurs travaillent au bien-être de la condition humaine, à la meilleure condition humaine. Or, il se trouve que par l'effet des considérables progrès, fantastiques progrès de la médecine et de la biologie, il y a un problème qui se pose, il y a un problème d'usage impropre de la science, de la médecine, de la biologie. Effectivement, les problèmes qui sont abordés par ces sciences sont de nature bénéfique ou maléfique. C'est là, je crois, le grand problème. Le chercheur cherche et trouve quelquefois, et quelquefois par hasard, le médecin applique ce qui est recherché, mais il n'est pas certain que toutes les avancées, que toutes les découvertes sont de nature à améliorer la condition humaine, bien que ce soit le propos initial. Je prendrai simplement un exemple que tout le monde connaît, c'est l'exemple de l'embryon humain. L'embryon humain, quelle que soit l'opinion qu'on ait à ce sujet, est destiné et voulu pour combattre, pour pallier l'infertilité des couples. Des enfants qui ne pouvaient avoir, des enfants vont en avoir grâce au progrès de la biologie et de la médecine. Bon côté des choses, encore une fois pour ceux qui acceptent le principe de la fivette. Mais à partir du moment où on dispose de l'autonomie, où on peut le voir, l'éprouver, la tentation est née de faire de cet embryon quelque chose qu'une source de fertilité. Dans ces conditions, il y a une réflexion à mener de la part des chercheurs qui doivent, et qui le font, qui doivent comprendre où mènent leurs progrès, où mènent leurs découvertes. Là, on a le bon côté des choses, infertilité combattue, le mauvais côté des choses, des dangers d'eugénisme.
Parce qu'à partir du moment où on peut isoler l'embryon, on peut lui appliquer les méthodes de diagnostic prénatal. Le diagnostic prénatal, c'est parfait dans la mesure où il peut corriger des petites affections, des petites malformations, mais on va quelquefois plus loin, c'est-à-dire en faire un instrument de fabrication d'un enfant. Dans l'empire on en voudra façonner l'enfant à naître grâce à ces méthodes. C'est un simple exemple, il y en a bien d'autres, mais qui signifie que la recherche et la découverte en médecine et en biologie doivent s'accompagner d'une réflexion qui n'est pas à mener par les chercheurs et les médecins eux-mêmes seulement, mais à mener par l'ensemble des citoyens, parce que c'est et je pèse mes mots, le sort de l'homme dans l'avenir qui est en cause. On peut contester ce point de vue, mais je crois qu'il y a là un danger auquel il faut remédier, un danger qu'il faut pallier. Il est certain qu'il faut continuer à rechercher et continuer à préconiser la liberté de la recherche, mais il y a des limites qui sont des limites de notre humanisme, de notre conception de la personne humaine. Eh bien, ces limites, il faut tâcher d'y réfléchir et de ne pas les franchir. Alors, on dira, et je crois que c'est la question que nous pouvons nous poser, on a la possibilité, à partir de l'embryon humain, à partir des souches, des cellules souches, on peut arriver à des thérapeutiques sans commune mesure dans le progrès avec ce qu'on connaissait déjà. Mais, donc, il y a un principe, ne pas toucher à l'embryon, ne pas fabriquer quelque chose à part de la cellule souche embryonnaire dont on parle beaucoup ces temps-ci. Mais d'un autre côté, ce progrès va permettre peut-être de sauver des milliers de vies. Donc, est-ce qu'au nom d'un principe noble fut-il, est-ce qu'en un principe, on doit sacrifier des possibilités de thérapeutique? Là, l'adage « la fin justifie les moyens » s'applique parfaitement. Et je pense que nous pourrions d'ores et déjà en discuter. Merci, Monsieur Michaud. Déjà, vous avez, je dirais, souligné l'intérêt même qu'il y ait une convention. Et pour aller dans votre sens, par rapport à l'embryon, les cellules souches, le fait de prendre l'embryon éventuellement comme objet de recherche, bien sûr, ce sont actuellement toutes les réflexions qui, en définitive, irriguent la réflexion bioéthique, que ce soit au niveau du comité national, que ce soit au comité de l'UNESCO dont je faisais parler tout à l'heure, et bien sûr dans tous les masters que nous dirigeons, que ce soit en droit ou en médecine. Ce que j'aurais voulu vous poser comme question, si vous voulez bien, c'est la difficulté de l'élaboration d'une convention au niveau européen, c'est-à-dire, vous qui avez vécu cela, comment l'idée est-elle venue? Dans la mesure où nous avons fait un certain nombre de pas ensemble, je sais que le président du comité national d'éthique, Jean Bernard en particulier, était assez opposé à un comité d'éthique européen, et il pensait au contraire qu'il y avait des réflexions de ce type entre différents comités représentants des différents pays. Comment s'est posé le problème d'une certaine homogénéisation, une certaine homogénéité, éventuellement des positions, ce qui conditionnera ensuite, bien sûr, à la fois les signatures et les ratifications. Vous posez là le problème pratique tel qu'il se pose, tel qu'il s'est posé, et je pense que Mme Erny ne me démentira pas. Les modes de pensée et les solutions apportées aux problèmes philosophiques sont très différents selon qu'on est je dirais en Suède ou en Italie. Par conséquent, c'était une gageure de faire se rassembler une quarantaine de nations pour débattre de problèmes qui sont le produit d'une certaine civilisation, de certaines civilisations différentes l'une des autres.
Alors, ce pari a été tenu. Et ça n'a pas été facile. Et là encore, Madame Erny confirmera probablement mon propos. Ça n'est pas facile sur le plan matériel, mais ça n'est pas facile et encore plus difficile sur le plan des idées. Je voudrais vous donner un exemple. C'est l'article 18 de la Convention qui concerne la recherche sur l'embryon. Il est certain que la recherche sur l'embryon, jusqu'à présent, n'est permise en France qu'à titre exceptionnel. Je pense que ce sera encore le texte qui sera adopté lors de la révision de la loi bioéthique en 2000, je ne sais combien, parce qu'on attend beaucoup. C'est la loi de 2004 qui deviendra la loi de peut-être, on parle de l'automne. Je serais un petit peu surpris que ça vienne pas plus lentement. Donc, recherche sur l'embryon, la France ne l'admet pas, sauf cas exceptionnel. Mais elle est admise, ou elle peut être admise dans d'autres pays. Est-ce que nous allions buter sur ce problème? Est-ce que nous allions faire capoter le projet de convention en rejetant la question dans les ténèbres extérieures? En réalité, on a trouvé une solution de compromis qui peut être provisoirement une solution un petit peu hypocrite, mais qui a permis d'avancer. C'est-à-dire que l'article 18 dit, pour les pays qui acceptent la recherche sur l'embryon, il faut élaborer des mesures protectrices. C'était le moyen de détourner la question, c'était aussi le moyen d'avancer un peu plus avant dans l'élaboration de la Convention. C'est un exemple, il y en a bien d'autres. Mais vous voyez que le consensus qu'il fallait obtenir entre ces 40 nations, il était difficile d'y parvenir. Nous y sommes parvenus, je dis nous, tous les membres du CDBI, Comité directeur de bioéthique, pour aboutir à une convention qui a été signée à Oviedo, d'où le nom d'Oviedo, qui a été signée à Oviedo en 1997, je crois. Et nous attendons maintenant la ratification par la France. Parce qu'un texte international tel que celui-là a besoin de l'accord de toutes les nations, l'accord législatif, exécutif. La France a signé, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif français a signé la Convention. Mais nous attendons l'avis du Parlement, c'est-à-dire la ratification qui interviendra un petit peu plus tard. Et lorsque la ratification sera intervenue, l'affaire sera bouclée, si je puis dire, et aucune disposition nationale ne pourra l'emporter sur les dispositions européennes. Voilà l'intérêt de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, et qui, pour tous les autres articles, ne posera guère de difficultés, à part celui que je viens de citer. Je dois dire d'abord que je suis très émue de me retrouver à la même table que M. Michaud, que j'ai rencontré pour la première fois en 1994, date de mon arrivée sur les bancs du CDBI. Parce que, juste une toute petite parenthèse, la délégation française est en fait une délégation interministérielle composée d'un représentant du ministère de la Santé, en l'occurrence moi, d'un représentant du ministère de la Justice, qui est un magistrat, et d'une personne du Quai d'Orsay, qui change beaucoup. C'est vraiment la variable d'ajustement. Et puis à l'époque, il y avait donc un représentant du Comité national d'éthique qui était monsieur Jean Michaud. C'était, je dois le dire, la grande époque. Mais pour la bioéthique, les années 90, c'était la grande époque. On vit une époque un petit peu différente. Laissez-moi ne pas être langue de bois ce soir. Les choses sont un petit peu moins, disons, brillantes en ce moment. On a connu quand même de très très belles années dans la réflexion bioéthique et dans la construction à la fois de la loi bioéthique en 94 et puis de cette convention d'Oviedo en 97.
la France a vraiment cheminé en parallèle avec cette convention. La délégation française, et M. Michaud en particulier, nous étions quand même fer de lance, il faut le dire, dans la construction de la convention, qui, par beaucoup d'aspects, était très proche de la législation française, qui n'a pas été sans nous poser de problèmes ultérieurement, je dois dire, parce qu'on s'est fermé à nous-mêmes certaines portes dans la Convention en collant au plus près des lois de 94. Les choses évoluant ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait envie que la Convention soit ouverte sur certains sujets. Alors je réagis. D'abord, je remarque que M. Jean Michaud a peut-être été plus long que moi à arriver dans la salle, mais qu'il parle sans notes. Il parle sans notes. Tout est dans la tête et ressort avec une grande clarté. Donc je tenais quand même à le remarquer parce que moi j'ai prévu des notes. Mais enfin bon, vu la façon dont les choses se déroulent, je crois qu'on va parler peut-être plus librement et se répondre un petit peu les uns aux autres. Il y a une chose qui m'a frappée, c'est que vous avez beaucoup insisté sur la protection de l'embryon finalement. Or il n'y a qu'un seul article dans la Convention qui concerne l'embryon. Mais quel article? Effectivement, c'est l'article de tous les dangers et de tous les problèmes. Mais la Convention, ce n'est pas que ça, mais je pense que le professeur Touboul vous fera une analyse du contenu peut-être tout à l'heure, mais exhaustive. Enfin, en gros, très en gros, la Convention d'Oviedo, en fait, c'est à la fois les droits des malades et la loi bioéthique, les deux réunis en un seul texte. Nous, en France, on a tendance à séparer les deux sujets. Il y a d'une part ce qui relève des droits des malades, en gros la loi Kouchner 2002, puis la suite en 2005 avec la loi Leonetti, et puis par ailleurs la loi de 94, qui est actuellement en révision sur le versant bioéthique. Donc les sujets qui sont abordés dans la Convention sont très larges. C'est une convention quand même qui couvre l'ensemble d'un champ qui est à la fois bioéthique, y compris la recherche, et tout le champ des droits des malades, avec la santé mentale, avec la fin de vie, donc de vastes sujets. Voilà, ça c'était pour le champ. Autrement, en ce qui concerne la construction de l'époque et les difficultés que nous avons eues à adopter un texte en 96 et puis à le faire signer en 97 à Oviedo, tout ce qu'a dit bien sûr M. Jean Michaud, je l'ai connu avec lui et c'est exactement ce qui s'est produit. Mais le CDBI a mis au point un exercice de style, je dirais, une façon de procéder, pas pour contourner les obstacles, mais plutôt pour les surmonter. Parce que nous étions effectivement, à l'époque, on n'était peut-être que 44, je crois. Aujourd'hui, nous sommes 47. Avec des pays de plus en plus différents, sans doute, hein, dans leur culture et leurs approches de la bioéthique. Mais la façon de travailler du CDBI est assez remarquable. Parce que, alors on a l'habitude de dire que la Convention, c'est un plancher de normes. Ce sont des normes contraignantes, puisqu'encore une fois, si on ratifie le texte, il va s'appliquer de plein droit pour la France. Mais moi je dirais plutôt qu'un plancher, c'est plutôt un socle de normes, un socle sur lequel ensuite on bâtit. Et ce socle, quand on a des difficultés pour se mettre d'accord sur une de ces normes, eh bien, le travail qui s'effectue au sein du CDBI, c'est de rechercher en fait tous les points de consensus possibles et de retourner à la source de la difficulté et à la source du principe que l'on veut mettre en exergue. Et de cette façon-là, on arrive effectivement à prendre un article 18 qui finalement arrive à satisfaire des pays qui font un grand écart phénoménal entre ceux qui font tout avec l'embryon ou presque, et puis ceux qui ne veulent rien faire du tout et qui arrivent à se mettre d'accord donc sur un article. En matière de génétique, je vous donnerai peut-être l'exemple tout à l'heure, nous avons eu les mêmes difficultés sur les tests génétiques en accès libre, où ce même processus de recherche des fondamentaux finalement de ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare est mis à l'œuvre et nous permet d'aboutir à un texte. Donc tout le travail du CDBI se fait autour de ça. C'était sans doute le cas au CDBI, au CABI, puisque avant le CDBI, il y a eu le CABI. Puis tout ce que j'ai connu moi depuis dans le CDBI, et qui continue à être à l'œuvre malgré les nouveaux qui arrivent, les délégations qui tournent, etc. Vous voulez que je réponde tout de suite sur la ratification possible ou ça fera l'objet d'une question? Oui. J'aimerais que vous précisiez le CDBI, le
CABI, ce sont des structures du Conseil de l'Europe. Ah, alors, voilà, donc Aux étudiants, parce que là, on est en D'accord. D'accord. Donc ça, je n'avais pas prévu effectivement de vous réexposer ce que c'était que le comité directeur de bioéthique. Mais donc les grandes instances du Conseil de l'Europe, c'est d'une part le comité des ministres et d'autre part l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où sont désignés des membres des parlements nationaux, qui sont désignés par les différents parlements. Et puis le comité des ministres, évidemment, pour travailler sur les différentes thématiques qui animent le Conseil de l'Europe, tout autour des droits de l'homme, est organisé ensuite en comité directeur. Donc nous faisons partie du comité directeur de bioéthique. Avant cela, il ne s'agissait que d'un comité ad hoc. C'est-à-dire que dans les années 90, le Conseil de l'Europe s'est aperçu que dans les droits de l'homme, il y avait des sujets qui commençaient à émerger autour de la biologie et de la médecine, et qu'il serait important de construire des normes, contraignantes ou non. Puis progressivement, il s'est imposé que ces normes devaient être contraignantes, c'est-à-dire faire l'objet d'un traité. Et c'est un CABI qui a fait ce travail de débroussaillage, un comité ad hoc. Puis le comité ad hoc est devenu un comité pérenne sous le nom de comité directeur de bioéthique. En 93, je crois qu'il est devenu CDBI, si je ne me trompe. Voilà. Donc voilà pour l'historique des comités directeurs. Donc le comité directeur propose un texte. Alors nous sommes un comité directeur un petit peu particulier. C'est vrai que nous faisons toute l'élaboration de nos textes en comité plénier, c'est-à-dire quelquefois à une centaine de personnes. C'est pas. Alors nous avons affiné nos procédures de travail depuis votre départ. Maintenant, nous travaillons sur 2 écrans, un écran en anglais, un écran en français, parfaitement en parallèle. Nous avons des interprètes hors pair et nous arrivons donc à bâtir nos textes comme ça. Mais tout se discute au niveau des comités pléniers, ce qui n'est pas le cas de tous les comités directeurs du Conseil de l'Europe qui souvent délègue à des groupes de travail, y compris l'adoption des textes, et le comité plénier n'est plus qu'une chambre d'enregistrement. Nous avons des groupes de travail de rédaction, parce que pour rédiger, pour partir de la feuille blanche, il vaut mieux être à une petite dizaine de personnes qui sont choisies de façon à ce qu'il y ait une représentation à la fois des systèmes juridiques, à la fois des systèmes de pensée bioéthique, à la fois en fonction d'équilibre nord-sud, est-ouest. Donc tout ça, c'est de la cuisine interne, mais extrêmement précise. Donc une dizaine de personnes font des rédactions, proposent, et ensuite le comité directeur de bioéthique en plénier, qui se réunit 2 fois par an. Nous espérons que ça va durer, parce que vu les coupes budgétaires qui ont lieu aussi au Conseil de l'Europe, c'est une bataille de chaque instant que d'avoir nos 2 comités par an. Et nous adoptons donc progressivement les textes comme ça, en plénier, donc à une centaine de personnes, vote à main levée. Voilà, donc ça c'était pour l'organisation du travail. En ce qui concerne les difficultés, jusqu'à présent, de ratification de la Convention, elles tiennent à des raisons pratiques, j'imagine, c'est-à-dire l'encombrement du Parlement, c'est-à-dire la nécessité, je dis entre guillemets, de voter certains textes qui ne sont pas les textes de la Convention, alors qu'on voudrait faire comprendre aux députés et aux sénateurs que cette Convention prépare l'avenir, prépare le destin d'un grand nombre de nos compatriotes. Première raison pratique, encombrement du Parlement. Deuxième raison, je le dis avec prudence et sur la pointe des pieds, deuxième raison, c'est un texte difficile pour qui n'est pas initié. L'Assemblée, le Parlement votent bien d'autres textes difficiles, mais celui-là demande une étude préalable à laquelle les non-juristes ont dû se livrer, je sais de quoi je parle, et cette étude préalable n'a peut-être pas été amenée suffisamment ou en temps utile, bien que des commissions, des groupes parlementaires se soient réunis et étudié la question. Il y a des parlementaires qui connaissent bien le problème, mais peut-être pas une majorité suffisante pour que le texte soit voté dans des temps raisonnables. Et pourtant, tant la loi de 1994
que la loi de 2004 prévoyait la nouvelle étude du texte dans les 5 années à venir. Le Parlement peut toujours revenir sur un texte dans les 5 années, mais là, c'était appeler l'attention sur l'aspect particulièrement important de ces dispositions. Cela n'a pas eu de résultat en ce qui concerne le temps qu'il a fallu pour ratifier la Convention. En tout cas, on nous annonce, j'ai lu ça ce matin, je crois, que le texte serait peut-être examiné à la fin de l'année. Je n'y crois pas trop. Mais j'ai tort probablement d'être aussi pessimiste sur ce point. Donc deux raisons pratiques finalement. Parce que je ne pense pas qu'il y ait au Parlement une grosse hostilité de principe sur ce type de disposition. Au contraire. Mais je pense que tout de même, beaucoup de craintes sont à conserver et que nous avons essayé les uns ou les autres d'entrer en contact avec des parlementaires pour appeler leur attention sur l'urgence d'un texte. Nous avons été bien accueillis, mais ça s'est arrêté là. Alors, entre les retraites, je ne dis pas l'importance du problème des retraites, et la Convention de bioéthique, il y a une différence de traitement. Vous croyez ? Parce que je voudrais quand même dire 2-3 choses positives, et après je commenterai sur la ratification. Les 2-3 choses positives, c'est quand même que au jour d'aujourd'hui, nous avons quand même sur les 47 États parties, 34 pays signataires, dont 21 membres de l'Union européenne, et 26 ratifications, dont 15 de l'Union européenne. Donc 15 de l'Union européenne, ça commence déjà à faire un petit paquet. Hein. On a dépassé 26 ratifications sur 47, déjà on a dépassé donc la moitié. Il y a une forme d'accélération. Alors c'est vrai que ça coince sur les grands pays, les grands pays au sens géographique, hein, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, hein, ces 3 pays-là ne ratifient pas. Alors pour des raisons totalement différentes. Les Anglais de toute façon ne nous l'auront pas, ils signeront jamais, ils signent jamais les conventions. Donc eux c'est une posture, il n'y a pas de raison objective, c'est comme ça. Mais ils sont très participatifs, hein. Ils sont vraiment très très présents dans les travaux. Les Allemands sont très présents aussi, mais alors eux, ils ont le complexe de Nuremberg, donc il y a quand même beaucoup de sujets délicats. Et chez eux, la bioéthique est vraiment un sujet qui intéresse l'opinion publique. Ça, c'est le côté positif de dire les choses, mais le côté négatif, c'est-à-dire que ça s'emballe facilement. Il y a beaucoup de polémiques au niveau de l'opinion publique, et donc c'est quelque chose à gérer au plan politique. La France, finalement, est assez tiède au niveau de l'opinion publique sur les sujets bioéthiques. À côté de l'Allemagne, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Alors bon, les raisons qui font que... Alors l'autre chose positive que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait ce texte, on ne l'a jamais ratifié, mais il y en a même qui disent, mais pourquoi ratifier ? De toute façon, on en parle tout le temps, on y fait tout le temps référence, c'est comme si on l'avait ratifié. C'est un peu l'arlésienne, quoi, cette ratification, finalement. Et c'est vrai que ce texte, on y fait référence à tout bout de champ au niveau international, au niveau régional, c'est au niveau de l'Europe, hein, les directives en font mention. Et puis même au niveau français, là j'ai assisté, je ne crois pas dévoiler un secret d'État, aux travaux du Conseil d'État sur le projet de loi bioéthique. Les 2 rapporteurs que nous avions ont tous cité la Convention d'Oviedo à chaque article. Ils faisaient la comparaison avec la Convention d'Oviedo, pour conclure d'ailleurs qu'il n'y avait aucun obstacle à la ratification et qu'il était temps de ratifier. De la part du Conseil d'État, c'était assez savoureux parce que c'est quand même le Conseil d'État qui nous a pondu un avis négatif en 98. Alors, qu'est-ce qui faisait obstacle en 98 à la ratification ? Parce qu'il y a quand même eu un projet de loi déposé au Parlement. Je rappelle, on a eu un projet de loi de ratification. C'est simple, un projet de loi de ratification, c'est un article. Hein. C'est pas, on ne rediscute pas de l'ensemble des éléments de la Convention. C'est un article qui dit « la France ratifie ». Point. Bon, alors évidemment, les choses sont moins simples que ça dans la réalité, et on ne peut pas empêcher un parlementaire quand même de discuter autour de cet article unique. Mais qu'est-ce qui fâchait le Conseil d'État à l'époque ?
que des choses qui ont disparu depuis. Il y avait un article, je crois que c'était l'article 9, qui faisait mention d'un accès à ces données médicales. Donc à l'époque, c'était interprété comme en contradiction avec l'accès médié en France à son dossier médical. Ce n'est qu'en 2002 qu'on a instauré un accès direct à son dossier médical. L'autre chose qui fâchait, c'était un article sur ce qui était interprété comme des directives anticipées, sauf que l'article était quand même assez mou, enfin il reste assez mou, et il permet à la fois à des pays comme les Pays-Bas d'y trouver leur compte, et des pays beaucoup plus frileux à ce niveau-là d'y trouver leur compte aussi. On dit simplement que le médecin doit prendre en compte les souhaits précédemment exprimés. Donc c'est pas quelque chose. Et depuis en 2005, la loi Leonetti prévoit des directives anticipées. Alors après, il y avait l'article 18, le fameux article 18 sur l'embryon. Alors là, l'avis était que on risquait et ça rejoignait une position plus générale du Conseil d'État, que finalement cette convention allait figer les choses et empêcher la législation française d'évoluer. Ça a été leur position à propos de l'article 18. Ceci étant, j'ai entendu, moi, à l'Assemblée générale, des conseillers d'État dire que ce texte n'était pas assez protecteur non plus, puisqu'on autorisait quand même les recherches à se faire sous réserve, bien sûr, d'être encadrées. Donc toutes les préventions du Conseil d'État sont tombées, et le Conseil d'État a admis d'ailleurs qu'il n'y en avait plus d'obstacles dans son rapport de 2009 à propos de la révision future de la loi bioéthique. Il a admis que la Convention d'Oviedo pouvait être tout à fait ratifiée. Donc tous les feux sont au vert là. On n'avons que des avis positifs en faveur d'une ratification, que ce soit le Conseil d'État, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, les différents rapports parlementaires produits. Le Comité national des droits de l'homme aussi a rendu un avis favorable. Enfin, nous n'avons que des avis qui sont en faveur d'une ratification. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ratifie pas? Ça, c'est un peu mon chemin de croix depuis 10 ans. Parce que depuis 10 ans, à chaque nouveau cabinet qui arrive, je présente la Convention d'Oviedo, j'explique qu'il n'y a aucun obstacle juridique à la ratification. Le cabinet est enfin convaincu, la ministre de la Santé ou le ministre de la Santé est sur le point de défendre une ratification auprès de son collègue du Quai d'Orsay, et on change de gouvernement. Tout est à refaire. Ça fait 10 ans que ça dure, et je suis de nouveau dans cette configuration. Dans un mois, voilà. C'est terrible. Donc non, il n'y a pas d'obstacle juridique. Il y a une réserve que l'on doit faire, mais ça peut-être que M. Tauboul en parlera mieux que moi. Il y a une réserve qu'on doit faire sur la transplantation, la greffe de moelle osseuse, où on est. La loi française a évolué justement depuis la Convention, et où on est très très restrictif au niveau des prélèvements sur les mineurs en matière de moelle osseuse. Mais d'abord, plein de pays ont fait une réserve sur cette disposition, et cette réserve se justifie à la fois au plan médical et au plan éthique. Donc il faudrait faire d'ailleurs évoluer la Convention dans l'avenir sur ce point. Donc il y a effectivement au plan, il n'y a plus que maintenant des obstacles politiques dans tous les sens du terme. Ça peut être effectivement des problèmes de calendrier, ça peut être des problèmes de sous-investissement à un moment donné. Le problème aussi, c'est que c'est un texte qui est à la frontière entre la santé, la justice, et puis le Quai d'Orsay. C'est quand même le Quai d'Orsay qui est le ministère pilote et porteur. C'est lui qui doit déclencher le processus de ratification. Et c'est vrai que, comme le disait M. Michaud, c'est un texte qui est difficile pour les diplomates. Ils comprennent rien. À part Michel Doussin, ils comprennent rien, ça leur fait peur, ils ont peur d'aller au Parlement sur un texte comme celui-là. On a beau leur dire qu'on s'occupera de tout, qu'ils n'ont qu'à déposer le papier sur le bureau d'une des deux assemblées, et qu'après, nous, on en fait notre affaire. Il y a encore une crainte. Il manque effectivement mais il aurait fallu. Le problème, c'est que maintenant on rentre en révision de la loi bioéthique, et c'est très difficile d'imaginer une ratification juste avant. On ne peut pas contraindre que les parlementaires se contraignent eux-mêmes comme ça. Ça aurait été jouable il y a 2 ans. Ça aurait même eu, c'est ce que j'avais défendu, une certaine élégance, que le législateur se contraigne de lui-même 2 ans avant la révision.
Maintenant, à la veille même de la révision, ça paraît difficile. Enfin, si les choses se passent normalement, on devrait avoir, à l'issue de la révision de la loi bioéthique, mais là, pour les calendriers, effectivement, on annonce fin de l'année. Si les choses se passent bien, on devrait avoir, à l'issue de la révision de la loi bioéthique, normalement, un projet de loi de ratification. Il y a eu donc la Convention d'Oviedo en 1997. Il y a eu ensuite des protocoles additionnels. Est-ce que sous votre présidence, il y en a eu quelques-uns ? Je n'ai pas eu à faire aboutir de texte, parce que ça, j'ai vu M. Michaud le faire avant moi, et là je suis très très modeste quant à ma présidence. J'ai eu un peu une présidence de transition qui présentait d'autres difficultés, parce qu'il fallait effectivement éviter des écueils, défendre les missions du CDBI devant les hautes instances du Conseil de l'Europe et des choses comme ça, mais il n'y a pas eu de texte adopté. Par contre, il y a 4 protocoles additionnels qui existent. Vous voulez que je vous les rappelle ? Donc, attendez, c'est pour les dates. J'ai tendance à oublier les dates. Alors, le premier, c'est le protocole additionnel portant interdiction du clonage d'êtres humains en janvier 1998. Monsieur Michaud, vous étiez encore là en 1998 ? Oui, pour le clonage. Hein. Je n'ai pas participé à ce protocole. Non, vous partez juste. De toute façon, c'est un protocole qui a été adopté en très très peu de temps, vraiment sous l'effet d'Oli, ça a été très très rapide. Ça a été quand même le premier texte normatif contraignant en matière de clonage au niveau international. Et le seul à ce jour. Hein. Ensuite, on a eu un protocole additionnel relatif aux transplantations du mois de janvier 2002, puis le protocole additionnel relatif à la recherche médicale en janvier 2005, et enfin un protocole additionnel relatif aux tests génétiques à fin médicale en 2008. C'est le dernier. Et à côté de ça, il y a aussi des textes normatifs non contraignants, des recommandations. Alors, les recommandations, il y en a une sur la xénotransplantation en 2003, une sur les droits de l'homme et la psychiatrie en 2004, une sur les biobanques, pour faire court, en 2006. Et par contre, sur l'embryon, on n'est jamais arrivé à produire un protocole pour décliner l'article 18. Mais il y a un gros rapport qui est sorti de notre ami Serrao. Et ce rapport est de 2003 et c'est un rapport qui est très très intéressant et qu'on remet à jour régulièrement et qui fait vraiment le point sur où en sont les différents pays européens sur la protection de l'embryon. Voilà. Je vous propose qu'à ce point, nous demandions au professeur Teboul de nous expliciter un peu cette convention pour savoir de quoi on parle, en quoi les médecins sont-ils interpellés justement par rapport à ces limites qui leur sont proposées dans leur pratique. Je veux dire que c'est l'occasion qui nous est donnée ce soir, Monsieur Michaud, Madame Erny, Madame Azoubakri et moi-même, de nous exprimer au sujet de ce texte sur lequel j'ai eu personnellement l'occasion de travailler assez longuement, et notamment aux côtés de Monsieur Michaud. Et je voudrais dire donc que pour nous, ce texte a une signification d'un point de vue éthique, d'un point de vue humain, et voir sa ratification triompher, ce serait voir une éthique sous-jacente également l'emporter. Il y a donc incontestablement un véritable combat derrière la présentation de ce texte, et ce combat, qui est un combat humain, nous y sommes, je crois, tous attachés. Alors, présenter la Convention d'Oviedo au mois d'octobre 2010 relève, en première analyse, d'un paradoxe. Alors même que cette convention fit l'objet d'une première ébauche de texte en 1992, voilà plus de 18 ans, et qu'elle fut ouverte à la signature des États et de la communauté européenne en 1997, voilà plus de 13 ans, les spécialistes de bioéthique en France demeurent, de nos jours, encore particulièrement attachés à son texte. En d'autres termes, à l'heure actuelle, ce texte conserve, malgré son enracinement quelque peu lointain, une importance certaine. Il est vrai que les liens que ce texte entretient avec les droits de l'homme, les droits humains, comme on le dit parfois aujourd'hui, invitent à la plus grande révérence. À cet égard, il convient de rappeler que la Convention de biomédecine est caractérisée par une nouveauté certaine. Elle est composée de nombreuses dispositions dont l'objet, pourtant relatif aux droits de l'homme, est méconnu des textes internationaux
qui l'ont précédée. Rappelons qu'elle contient des règles régissant les tests génétiques prédictifs, la non-sélection du sexe, la protection des personnes se prêtant à une recherche, ou encore la recherche sur les embryons in vitro. Autant de thèmes dont on ne trouve aucune trace dans le cadre notamment des pactes internationaux de 1966 sur les droits de l'homme. Mais cette nouveauté, qui n'est pas contestable, s'accompagne de dispositions se situant dans le droit fil de règles énoncées voilà plusieurs décennies par les textes internationaux faisant autorité en matière de droits de l'homme. Il est inutile d'insister longuement sur les règles du droit international des droits de l'homme apparaissant explicitement dans le cadre de la Convention d'Oviedo. Je me bornerai à mentionner la règle prohibant la discrimination qui, formulée dans le cadre de l'article 26 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, trouve à s'appliquer de manière spécifique au patrimoine génétique des individus. Article 11 de la Convention. Il est plus stimulant, en revanche, de mettre l'accent sur les normes juridiques internationales qui, garantissant la protection des droits de l'individu, viennent à se manifester implicitement au sein des dispositions de la Convention du 4 avril 1997. Ainsi, en prohibant en principe, c'est-à-dire sous réserve d'exception, les tests prédictifs de maladies génétiques, l'article 12 de la Convention place hors la loi, de façon implicite, la discrimination à l'embauche. En d'autres termes, sans que l'on en ait toujours conscience, cet article se situe dans la ligne des textes internationaux antérieurs, interdisant toute forme d'action discriminatoire. En somme, il apparaît que la Convention d'Oviedo concilie l'ancien et le nouveau. Sous ce rapport, elle porte la marque d'une singularité foncière qui ne confine en aucune façon au conservatisme juridique. Au-delà, elle nous montre que le droit international des droits de l'homme et le droit international de la bioéthique se nourrissent mutuellement. Les normes figurant dans les pactes de 1966 sur les droits de l'homme concernent la discipline bioéthique, alors même que cette discipline n'existait pas au moment de leur élaboration. Tandis que les normes consignées dans des instruments internationaux portant spécifiquement sur la bioéthique, tels que la Convention d'Oviedo, enrichissent les pactes de 1966 en donnant, dans le domaine de la biomédecine, une concrétisation aux règles générales dont ils sont composés. Mais l'œuvre conventionnelle d'Oviedo est caractérisée par une autre singularité. Elle rassemble en un texte unique, de caractère obligatoire, des résolutions et des recommandations antérieures et éparses, dépourvues de force juridique. Aussi constitue-t-elle à certains égards une œuvre de codification. Sur ce point, les termes de la recommandation 1160, adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 1991, méritent d'être rappelés. Ces termes sont les suivants. L'Assemblée estime que le moment semble mûr et opportun pour une action commune européenne telle que l'élaboration d'un instrument juridique afin de codifier, le mot codifier est employé, les travaux existants, précieux mais fragmentaires. Quand on songe que la recommandation 1160 est expressément prise en considération dans le préambule de la Convention d'Oviedo, on mesure combien le travail de codification a été réel. Sans doute est-il fréquent que les règles consignées dans le traité d'Oviedo ne soient pas formulées de la même façon que les règles figurant dans les résolutions et les recommandations antérieures. Cependant, reprises au sein du traité d'Oviedo, les règles, issues des résolutions et recommandations du Conseil de l'Europe, n'ont pas changé substantiellement. De façon générale, leur contenu n'a pas fondamentalement varié. En conséquence, même si la codification n'a pas été réalisée à droit parfaitement constant, la Convention de biomédecine constitue bien une œuvre de codification, en ce qu'elle est une œuvre de regroupement au sein d'un instrument unique,
de règles variées figurant dans des instruments épars. On mesure alors son intérêt. La production concertée des États et de la communauté européenne, c'est-à-dire le traité d'Oviedo, emporte des effets de droit, alors que la production unilatérale antérieure des organes du Conseil de l'Europe est dépourvue de force juridique. Enfin, la Convention d'Oviedo, et sans doute est-ce là sa force, est de nature à constituer un référent sur le plan national, en France, et à emporter des effets sur le plan international, en dehors de France. Sur le plan national, il convient de rappeler que si l'État français venait à se lier par la Convention d'Oviedo, le législateur national serait à l'avenir tenu d'en respecter les termes. Les juristes, et même souvent d'ailleurs les non-juristes, savent que devant les juridictions nationales françaises de droit commun, les dispositions internationales conventionnelles prévalent en cas de conflit sur les dispositions nationales législatives. En conséquence, on comprend aisément que la Convention de biomédecine deviendrait, après sa ratification par la France, un référent auquel le législateur français ne saurait se soustraire. Cependant, il convient de garder à l'esprit que, sans que cela soit incompatible avec l'entreprise de codification que j'évoquais précédemment, l'un des textes ayant le plus influencé l'élaboration de la Convention a été la loi bioéthique française. Ainsi, après avoir inspiré les auteurs de la Convention de biomédecine, le Parlement français serait tenu de respecter leur œuvre. Il y a là un singulier paradoxe qui aurait pour effet, en quelque sorte, de figer quelque peu l'état du droit français. Ce n'est pas à dire pourtant que la législation française en matière de bioéthique serait définitivement cristallisée. Car la Convention d'Oviedo est un texte cadre qui contient des règles, souvent générales, appelant au stade de leur mise en œuvre des normes nationales qui peuvent évoluer dans le temps sans risque de contradiction avec le texte conventionnel. D'autre part, la Convention du Conseil de l'Europe peut, conformément à son article 32, être amendée. En d'autres termes, le contenu de ces dispositions peut être modifié. Par conséquent, le législateur français, prenant acte des modifications du texte conventionnel, pourrait, là encore, faire évoluer l'état du droit législatif national. Sur le plan international, il importe de rappeler qu'à la date d'aujourd'hui, plusieurs États importants et à forte population, Madame Erny l'a indiqué tout à l'heure, ne sont toujours pas liés par la Convention de 1997. Outre la France, il convient de mentionner notamment l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Fédération de Russie. Ainsi, l'espace géographique placé sous la coupe de la Convention d'Oviedo, c'est-à-dire sous l'emprise d'une éthique européenne commune, reste limité. Bien entendu, cette situation emporte une conséquence regrettable. L'état du droit applicable au sein de chaque État peut varier selon que les États sont partis à la Convention d'Oviedo ou n'y sont pas partis. À cet égard, il me paraît nécessaire de rappeler que dans sa recommandation 1046, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 1986 avait affirmé « Toute réglementation exclusivement nationale risque d'être inefficace, étant donné que toute activité en la matière pourrait se déplacer dans un autre pays, ne prévoyant pas la même réglementation. » Et je voudrais à cette occasion mentionner la belle formule du président Michaud, qu'il me paraît toujours important de citer en matière de bioéthique, c'est la faiblesse du droit national que de n'être que national. Mais c'est au regard de l'affirmation éventuelle d'un droit continental de la bioéthique que l'importance de la Convention d'Oviedo mérite d'être soulignée. Certes, cette convention a vocation à réunir tous les États du monde. Son article 34 permet à tout État non membre du Conseil de l'Europe d'adhérer, moyennant certaines conditions procédurales spécifiques, au texte de la Convention. Cependant, en pratique, seuls des États membres du Conseil de l'Europe ont consenti à être liés par ces dispositions. En d'autres termes, potentiellement universelles,
la Convention d'Oviedo demeure en pratique une convention régionale. Dans ce contexte, elle pourrait servir de référent dans d'autres continents. Déjà, des réflexions ont commencé à être entreprises concernant la possibilité d'élaborer un instrument international sur la bioéthique pour l'Amérique latine. Notamment, des travaux entrepris à Saint-Domingue au mois de mars 2007 ont été menés au sujet d'une convention internationale pour l'Amérique latine et les Caraïbes. D'autre part, concernant le continent africain, un processus conventionnel commence à être envisagé dans des réflexions universitaires. Il faut préciser que l'Afrique présente une spécificité car une déclaration sur la bioéthique fut adoptée en 1996 dans le cadre de l'OUA. Alors, au centre de problématiques qui concernent un avenir proche sur le plan national en France et un avenir moins proche sur le plan international en dehors de France, la Convention d'Oviedo se présente sous le jour d'un texte dont on sous-estimerait à tort l'importance. À cet égard, il est souhaitable que l'éthique véhiculée par cette convention soit diffusée et discutée. Je rappelle que son préambule souligne, je cite, « l'importance de promouvoir un débat public sur les questions posées par l'application de la biologie et de la médecine et sur les réponses à y apporter ». Pour ma part, j'espère que la réunion qui nous rassemble ce soir contribuera à mieux faire connaître un texte conventionnel s'inscrivant dans la ligne d'une pensée qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, se proposait d'éviter que ne se renouvelle la ruine, le chaos et, somme toute, la souffrance humaine. Je vous remercie de votre attention. Je me permettrai de faire quelques remarques. C'est par rapport à l'Allemagne. Lorsque Madame Erny dit en effet que le peuple allemand est particulièrement intéressé par les questions de bioéthique, c'est vrai, puisque en 1979, lorsque Ange Jonas publie son livre « Principe, responsabilité », ce livre est un best-seller, ce qui n'a pas été le cas en France. Et on voit bien là tout le travail vis-à-vis de ce que vous venez de dire, Monsieur Teboul, qui est le problème du débat. Le débat public demande d'abord de savoir de quoi exactement on parle. Ça demande donc un certain nombre de compétences. Et comme nous ne pouvons pas avoir toutes les compétences, nous avons ici des juristes, mais encore faut-il que les médecins soient là et qu'ils puissent discuter ensemble. Et c'est ce que, en définitive, nous essayons de faire aujourd'hui. C'est ce que nous avons essayé depuis un certain nombre d'années dans un DEA d'éthique médicale et biologique de manière justement multidisciplinaire. Car en définitive, ce qui est important, et ce qu'on appelle l'éthique, c'est peut-être éventuellement la tension entre des visions différentes. Une vision médicale, une vision de chercheur, et comme cela a été dit par M. Michaud au début, c'est-à-dire avec des présuppositions bonnes. On ne connaît pas de chercheurs qui soient fous, du moins j'en connais très peu, où ils sont franchement, comment dire, exclus très vite, surtout dans les systèmes maintenant de régulation des recherches. Mais par contre, il peut y avoir des conséquences à des recherches qui ne soient pas acceptées par la collectivité, par la société. Il peut y avoir des attitudes, des postures qui sont demandées nouvellement par une société vis-à-vis à de nouvelles questions. Et ça, je me permets donc d'intervenir là pour bien souligner l'intérêt de ce que nous faisons là et peut-être du débat que nous allons avoir, puisqu'il s'agit de cela. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables de discuter de ces questions? Alors me direz-vous, les lois de bioéthique ont été l'objet de 3 débats régionaux sur des sujets. Mais mes collègues de l'Université Paris 1, en particulier le professeur Picavet, ont en définitive conclu que les débats étaient peu intéressants, qu'il y avait en définitive peu d'idées qui sortaient et que souvent, donner la parole au public n'était pas aussi simple que cela, même si auparavant, il y avait eu des personnes qui avaient été amenées à travailler sur les textes, à travailler auparavant, ce qui montre la difficulté non seulement du débat lui-même, mais surtout qui montre comment l'organisation du débat public apparaît très importante. Organisation, et nous avons là encore, et je le dis pour les étudiants, bien sûr nous avons des modèles
que ce soit le modèle de Engelhardt, modèle anglo-saxon pour lequel nous sommes tous à représenter ce que nous représentons, et dans un comité, nous ne faisons que négocier avec les autres en fonction de nos intérêts particuliers. Ou la vision Habermas, qui est celle beaucoup plus européenne, et qui, au contraire, elle, demande à ce que on en arrive à un avis, à une décision, à une déclaration, à une signature, une ratification peut-être, mais qu'on y arrive par l'argument le plus raisonnable. La raison étant cet élément universel qui permettrait à ce que chacun se retrouve. Donc c'est pour montrer la difficulté de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et peut-être le temps éventuellement nécessaire. La seule chose que l'on pourrait peut-être critiquer, c'est l'absence d'action, si jamais il y avait eu des manques d'action justement pour mêler le public à ces notions-là. Donc je propose que l'on donne la parole, si vous voulez bien, au public de manière à ce que nous n'endiguions pas totalement, si vous voulez bien, et justement de répondre à chacun d'entre nous. Donc j'aimerais faire passer... Oui. J'aurais voulu éventuellement que ce soit, si ça ne vous ennuie pas. Donc on va faire circuler le micro, si vous voulez bien. Je suis persuadé qu'en ce qui concerne les droits de l'homme, et peut-être pour ceux qui n'ont pas lu la Convention de biomédecine, la Convention des droits de l'homme et biomédecine dite d'Oviedo, eh bien, ceux qui ont travaillé la loi du 4 mars 2002, qui ont travaillé les lois de bioéthique, bien sûr, peuvent intervenir, ne serait-ce que pour demander les différences qui éventuellement peuvent exister. Y a-t-il des personnes, j'essaye là de vous donner de l'oxygène, j'essaye de diminuer l'angoisse de la première question, mais je suis persuadé qu'un certain nombre d'entre vous ont une question qu'ils ont du mal à formuler, mais on sent qu'elle est impérieuse. Je suis étudiante en 2e année de médecine à Paris-Descartes. Et donc la deuxième question, si vous voulez. En fait, je prends en compte ce que vous avez dit sur la qualité de référent de la Convention d'Oviedo et le fait que, bon, elle est en droite ligne des textes précédents et elle représente les droits de l'homme, etc., etc. Mais il n'empêche que, à force d'attendre la ratification, vous n'avez pas peur qu'au bout d'un moment, elle soit en quelque sorte dépassée par les événements et la recherche qui aura lieu entre-temps? C'est effectivement un problème que de savoir quel doit être le contenu du droit de la bioéthique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a deux aspects à distinguer. Il y a d'abord le socle dont parlait tout à l'heure Madame Erny. Ce socle est en réalité établi depuis maintenant 1992 environ, au moment où commencent les premiers travaux d'élaboration et où les référents sont déjà présents par l'intermédiaire de la production unilatérale du Comité des ministres et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Lorsque ce socle est établi, en 1997, ouverture à la signature à Oviedo, on constate qu'en réalité, c'est un socle souple. C'est-à-dire qu'il existe, compte tenu de la généralité des normes posées dans la Convention, une possibilité d'évolution de l'état du droit sans contradiction avec le texte de la Convention d'Oviedo. Et en définitive, ce qui me paraît le plus important, c'est d'observer que si on ratifie aujourd'hui cette Convention, on fera triompher un certain nombre d'idéaux sur des questions fondamentales, mais cela n'empêchera pas que, sur des questions techniques particulières, il puisse y avoir effectivement une évolution du droit interne national. Voilà. Et ça, je crois que c'est quand même un aspect à ne pas négliger. La caution qui serait donnée par l'intermédiaire de la ratification, à mon sens, présenterait deux avantages. Le premier avantage, d'abord, c'est d'aller dans le sens du droit international de la bioéthique, autrement dit, d'empêcher l'insuffisance du droit national, qui effectivement n'est qu'un droit national et qui, en tant que tel, ne permet pas d'avoir une éthique communément partagée et conduit en réalité au franchissement des frontières par ceux qui souhaitent s'émanciper de leur droit national. Le deuxième avantage de la ratification, ce serait qu'effectivement on parvienne à figer maintenant l'état de ce droit et qu'on contribue au triomphe d'un certain nombre de valeurs qui sont dans cette convention et qui pourraient rester des référents pour
une période de temps encore avancée. J'ajoute un dernier élément, c'est que de toute façon, la Convention, en l'état actuel, n'exclut pas son évolution. Elle a même été créée pour tenir compte des évolutions scientifiques. L'article 32, d'ailleurs, je crois, emploie expressément, à propos des amendements à la Convention, je précise que pour l'instant, il n'y en a aucun, mais il pourrait y en avoir, l'expression « évolution scientifique ». Elle dit exactement, dans son paragraphe 4, article 32, « Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, la présente convention fera l'objet d'un examen au sein du comité dans un délai maximum de 5 ans après son entrée en vigueur et par la suite à des intervalles que le comité pourra déterminer. » Je précise qu'au bout de 5 ans, il y a eu des travaux qui ont été faits sur cette question, il y a eu effectivement une réunion du comité et de manière générale, quand les États ont été consultés, ils ont répondu que pour l'instant, il n'y avait pas lieu de procéder à des modifications. Donc cela signifie qu'on est en présence d'un socle commun qui pour l'instant a une stabilité certaine, qui peut constituer un référent, et que, par rapport à ce socle, rien n'exclut des évolutions du droit national en harmonie avec ce socle. Étant précisé en plus que le socle lui-même peut évoluer. Voilà. J'essaie de ne pas être de parti pris, parce que c'est vrai, quand on travaille pendant 10 ans sur un texte, on aurait tendance à être de parti pris et à vouloir défendre le texte qu'on a porté. Mais ce texte n'a pas pris une ride, en fait. Et au contraire, je dirais qu'il est... Bon, alors le Conseil d'État a une formule en disant que c'est un rempart contre le moins-disant éthique. Et ça reste un rempart contre le moins-disant éthique qui nous menace actuellement. Mais on se rend compte aussi que... finalement, la Convention permet de répondre à toutes les questions qui se posent aujourd'hui, c'est-à-dire 10 ans après son entrée en vigueur. Et il y a même des questions qui reviennent de façon un petit peu récurrente. Par exemple, le principe de gratuité. Le principe de gratuité, il est à nouveau remis sur la sellette. Or, c'est un des principes de la Convention d'Oviedo. Et on s'aperçoit que, d'abord, ce texte permet le débat, donne des outils pour le débat, ne ferme pas toutes les possibilités, mais il est construit de telle sorte que, encore une fois, c'est un cadre et un socle, qu'il permet le débat, mais dans les limites, effectivement, d'une éthique qui correspond quand même au plus grand nombre d'États en Europe, voire dans le monde occidental. J'irai jusque-là. Bon, après, évidemment, si on sort de ce périmètre-là, les choses deviennent sans doute beaucoup plus compliquées. Mais ça, les droits de l'homme deviennent compliqués en général quand on sort du cercle occidental. Mais c'est un texte qui tient le choc. Et c'est vrai qu'il avait prévu ses propres outils de viabilité, je dirais, hein, puisque vous en avez rappelé un certain nombre, une révision à 5 ans. D'ailleurs, 5 ans après l'entrée en vigueur, on a eu un premier tour de piste pour savoir s'il fallait revoir certaines dispositions. Eh bien non, on s'est tous mis d'accord pour dire que non. Donc en 2004, il n'y avait pas besoin de revenir sur les principes. Donc on avait déjà passé un tour, et je suis sûre qu'on le referait là, on aurait la même solution. Parce que c'est finalement la réserve dont je parlais tout à l'heure concernant la France, c'est un point de détail, on pourrait fort bien s'en passer. Alors il y a le système des réserves qui permet à un État effectivement de faire des réserves par rapport ou des réserves d'interprétation. D'ailleurs, la plupart sont des réserves d'interprétation. C'est même pas, on remet pas en cause le principe, mais on dit, on l'entend comme ça, le principe. La Convention permet ça. On peut aussi être beaucoup plus protecteur. La Convention prévoit qu'on soit plus protecteur. On a le droit d'aller au-delà dans la protection. Et puis, enfin, il y a... Alors là, c'est une application du droit international. C'est le traité de Vienne qui dit qu'un État n'est jamais engagé au-delà de l'interprétation du texte au moment où il a signé. Alors, je le dis là, notamment pour l'article 18.2 sur l'embryon. Pas de constitution d'embryon à fin de recherche. On avait eu ce débat parce qu'à un moment donné, certains défendaient l'idée de faire du clonage à finalité scientifique. Et le clonage à finalité scientifique serait même possible dans le cas de la Convention d'Oviedo, parce que à l'époque, quand on avait construit cet article, ce point 2 de l'article 18, il ne comprenait pas Donc la Convention pourrait être complétée, mais en aucun cas elle n'est un obstacle à l'évolution du débat, toujours dans le cadre des droits de l'homme, puisque c'est quand même notre référence à tous, c'est quand même cette référence-là. Évidemment, si on décide que ce cadre est trop étroit, là on bascule dans tout à fait autre chose. Cette convention permettrait éventuellement le clonage thérapeutique ? Non. À l'heure actuelle, on constate d'abord un premier élément, c'est que concernant le protocole numéro 1 de la Convention d'Oviedo
sur le clonage, un État, les Pays-Bas, a considéré qu'il pouvait interpréter l'interdiction du clonage comme concernant uniquement un être humain déjà né. Ce qui veut dire que, avant la naissance, il estime que la disposition d'interdiction du clonage n'est pas applicable. C'est une manière de dire implicitement, avant la naissance, on est en présence d'un être humain, sans doute l'embryon est un être humain, mais l'être humain n'est pas encore né, et cet être humain, il pourra y avoir éventuellement du clonage réalisé le concernant. La deuxième chose qu'on peut observer, c'est que l'article 18, si vous regardez bien les termes, il indique que la constitution d'embryons à des fins de recherche est interdite à des fins de recherche. En d'autres termes, la finalité relativement à l'interdiction concerne la recherche et pas la thérapie. Donc si on interprète au sens très strict l'article 18, paragraphe 2, et que d'autre part on le met en parallèle avec l'article 1er du protocole numéro 1 et l'interprétation que certains États en ont donnée, on aboutit à dire que le clonage thérapeutique, finalement, ne serait peut-être pas interdit. Et le rapport de la mission d'information de janvier 2010 de l'Assemblée nationale dit que d'ailleurs, concernant le clonage thérapeutique, les choses ne sont pas d'une parfaite netteté dans la Convention d'Oviedo au regard précisément de l'interdiction. Voilà. Donc, si vous voulez, pour l'instant, le problème sur le plan juridique peut être parfaitement débattu et rien n'exclut dans l'interprétation des textes que le clonage thérapeutique soit possible, même avec ces dispositions que je viens de rappeler. Je suis médecin légiste, j'exerce en Algérie. Donc vous avez dit que l'OUA a adopté la Convention d'Oviedo. Donc je voudrais savoir, pour ces pays, donc, où, si vous voulez, donc, au regard des droits de l'homme dans ces pays, est-ce que la bioéthique peut réussir là où le droit et la déontologie ont échoué? Je voudrais d'abord préciser exactement quelle est la position de l'OUA. L'OUA n'est évidemment pas partie à cette convention. D'ailleurs, elle ne le pourrait pas parce que la seule organisation internationale qui est habilitée à devenir partie à la convention d'Oviedo, c'est la Communauté européenne, aujourd'hui Union européenne. Mais en dehors de cela, les autres organisations internationales ne le peuvent pas. En revanche, l'OUA a adopté, ce que je disais tout à l'heure, en 1996, une déclaration qui est propre à l'Afrique et qui est une déclaration sur la bioéthique. D'ailleurs, il faut remarquer que ce texte a été adopté au mois de juillet 1996, c'est-à-dire que c'est le premier texte international qui concerne effectivement les problèmes de bioéthique. Avant, il n'y en avait pas. Et c'est le premier texte qui apparaît. Et la Convention d'Oviedo, ouverte à la signature, elle l'est au mois d'avril, 4 avril 1997, donc en avril 1997. Et d'autre part, son adoption par le comité des ministres est un peu antérieure, mais c'est en 1996, après l'adoption de cette déclaration. Donc cette déclaration, elle présente quand même une importance d'un point de vue historique. Alors évidemment, elle ne concerne que les États africains, mais elle est en tant que telle un élément qui montre un attachement à des règles, et notamment à l'importance du sacré, auquel l'Afrique attache une importance. Alors je peux vous dire que d'ailleurs, dans le cadre de mon université, il y a une thèse qui a été soutenue justement sur l'Afrique et la bioéthique, et dans lequel le doctorant a développé un certain nombre de points de vue concernant la possibilité d'un instrument international sur la bioéthique pour l'Afrique. Et cet instrument qui serait régional serait un instrument de caractère conventionnel qui permettrait de passer du stade du déclaratoire, c'est-à-dire du non obligatoire, au stade de la convention, c'est-à-dire d'un droit de caractère obligatoire. Alors, il y a une chose qui a été soulevée, je me souviens quand on en avait parlé dans le cadre de la soutenance, c'était le problème de l'effectivité. C'est-à-dire que tous ces textes, c'est bien, sans doute, mais est-ce qu'en Afrique, on pourrait parvenir à une effectivité juridique de normes même de caractère obligatoire? Ça, c'est évidemment un problème qui est délicat, et c'est là qu'il faut penser éventuellement à des mécanismes qui permettent en réalité de garantir les droits. Alors, dans le domaine de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire la Convention européenne des droits de l'homme qui existait déjà avant la Convention d'Oviedo, on sait qu'il existe une cour qui est là pour garantir. Dans le domaine des droits de la biomédecine, nous n'avons pas cet élément-là. La Cour européenne se voit confier une mission en matière d'interprétation, mais son rôle reste, je dirais, relativement marginal. Cependant, il y a une disposition qui est intéressante et qui, elle, pourrait éventuellement être utilisée pour permettre
le recours à une juridiction qui, elle, pourrait intervenir. Il s'agit de l'article... alors, je vous demande juste un instant. Oui, voilà. Il s'agit de l'article 23 de la Convention. Les parties assurent une protection juridictionnelle, assurent, l'indicatif à valeur d'impératif, une protection juridictionnelle appropriée afin d'empêcher ou faire cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans la présente Convention. Alors il est vrai que, en première analyse, et même quand on examine le rapport explicatif de la Convention, la protection juridictionnelle qui est ici en cause, c'est une protection juridictionnelle de caractère national. Mais il n'en demeure pas moins que la disposition est rédigée dans des termes suffisamment souples pour ne pas exclure que sur son fondement puisse être créée peut-être une juridiction spécialisée dans le domaine de la biomédecine et qui viendrait alors permettre le respect et l'effectivité des droits dans l'hypothèse des violations. Par conséquent, l'idée qui est ici présente, c'est celle de permettre, notamment au sein de l'Afrique, où on sait que l'effectivité est très difficile à réaliser, peut-être plus qu'ailleurs, de permettre cette effectivité par l'intermédiaire de la création d'une juridiction qui pourrait être prévue dans l'hypothèse où une convention serait élaborée. Et donc là, on est renvoyé à la question du droit continental, de la bioéthique, la convention d'Oviedo servant effectivement peut-être de référent, je ne dis pas de modèle, mais de référent à d'autres continents. Et je peux vous dire, moi-même, j'ai eu l'occasion d'organiser en Amérique latine, en relation avec l'Université nationale autonome du Mexique, un colloque spécial sur la création d'un instrument continental pour l'Amérique latine, et l'idée que cet instrument conventionnel puisse se développer est partagée déjà assez largement en Amérique latine par un certain nombre de personnes intéressées par les questions de bioéthique. Voilà donc comment le problème se pose. Vous aviez une question, monsieur, vous vous présentez. Oui, je suis chercheur à l'INSERM. La Convention fait référence à la question de la... Enfin, associe les droits de l'homme et la question de la dignité de l'être humain. Hein, je veux dire, c'est une dimension très importante. Mais à la lecture, je dirais presque de sens commun de ce texte, on ne peut que l'interpréter comme une restriction qui est apportée finalement à des abus potentiel des pratiques médicales, et il s'agirait uniquement de protéger finalement un certain nombre d'individus qui présentent, vous me permettez une seconde, qui présentent un certain nombre de vulnérabilités contre ces abus de la médecine, et le principe fondamental qui guiderait la limitation de ces abus est celui de la dignité de la personne humaine. Alors on aurait pu envisager que ce texte ait une dimension culturelle peut-être beaucoup plus positive et qui attribuerait un statut beaucoup moins passif finalement aux citoyens et non pas aux patients, hein, je veux dire, donc, et qui traiterait les citoyens comme des citoyens et non pas comme des patients, et qui pourrait peut-être prendre en compte la question de l'autonomie des personnes plutôt que leur dignité, enfin, où la question de l'autonomie viendrait tempérer et ouvrir les limitations apportées par ce principe de la dignité de l'être humain qui est cher au Conseil d'État, finalement, et la question du droit à disposer de son propre corps, finalement. Alors, tout ceci n'apparaît pas, ou apparaît dans l'ombre de ce texte, qui apparaît finalement, je dirais, déjà obsolète au regard d'autres textes qui existent déjà, comme la déclaration de Yogyakarta, par exemple, ou la déclaration du commissaire à Marberg d'il y a quelques années aussi. Vous avez posé vraiment une question qui me paraît très importante, parce que la dignité et le consentement sont véritablement les maîtres mots de la bioéthique. Et à cet égard, je voudrais rappeler le titre exact de la Convention, puisqu'on ne l'a pas cité depuis le début, je pense que c'est important de le rappeler. C'est la Convention pour la protection des droits de l'homme et de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la biomédecine. Et de la dignité de l'être humain, tout à fait. Donc, si vous voulez, c'est important parce qu'il s'agit d'une définition de la bioéthique. Et je crois que Monsieur le Président Michaud, qui est à mes côtés, et je dois dire que je suis très émue d'être à ses côtés, qui est un orfèvre du droit, et qui a donc chaque mot a été pesé, et donc c'est très important de rappeler ce titre, cet intitulé qui est véritablement une définition de la bioéthique. Et merci d'avoir rappelé ce mot dignité et son corollaire, le consentement, qui sont tous les deux des mots extrêmement importants de la bioéthique. Je voudrais simplement, sur le point que vous avez évoqué, puisque je ne vous ai pas encore répondu, vous dire qu'effectivement, les questions relatives au droit de disposer de son corps, et par conséquent les questions relatives à l'euthanasie,
sont des questions qui sont envisagées de manière très indirecte, mais tout de même par la Convention, dans le cadre de l'article 9 à propos des souhaits précédemment exprimés. On peut notamment penser au cas d'une personne qui dirait que dans l'hypothèse où elle serait dans un coma, elle souhaite qu'on la laisse mourir. Et la question est alors de savoir qu'est-ce que prendre en compte les souhaits précédemment exprimés au sens de l'article 9. Là, il y a la clause de conscience médicale qui peut intervenir et qui fait qu'un médecin dira, malgré ce souhait exprimé, étant donné que je dois simplement prendre en compte, je ne suis pas tenu d'exécuter la volonté, et en conséquence, je souhaite que la personne puisse être ramenée à la vie si les techniques médicales le permettent. Alors, le problème posé est à ce moment-là de dire que la Convention d'Oviedo à l'égard de l'euthanasie, elle est purement et simplement lacunaire, presque lacunaire, puisque l'article 9, il y a un rapport, mais qui est quand même dans une situation particulière, et donc elle pourrait à ce moment-là apparaître non pas comme un texte obsolète, mais comme un texte qui appelle un protocole complémentaire. Et je voudrais vous dire d'ailleurs à ce sujet que l'article 31 de la Convention est ainsi rédigé à propos des protocoles. Des protocoles peuvent être élaborés en vue de développer dans des domaines spécifiques les principes contenus dans la présente Convention. Donc, dignité, c'est l'article 1er. Article 9, un des aspects de l'euthanasie est envisagé. L'ensemble n'exclut pas qu'une réflexion puisse être menée et qui viendrait compléter la Convention d'Oviedo. Et je ne pense pas qu'un protocole qui porterait sur cette question serait un protocole qui serait nécessairement en contradiction avec les principes fondamentaux de la Convention. Au contraire. C'est la raison pour laquelle, dans la présentation que vous faisiez tout à l'heure de cette Convention en tant qu'elle serait obsolète, je ne partage pas du tout votre point de vue. Je considère que sur la question de l'euthanasie, elle est lacunaire, ce qui est tout à fait différent. Et je précise qu'au regard du droit, il est tout à fait possible précisément de combler cette lacune par l'intermédiaire éventuellement d'un protocole complémentaire. Très rapidement, ce que je voulais dire, c'est que cet ouvrage, moi je suis une femme, j'aime bien l'efficacité des choses. Donc c'est également le but, c'est un outil pour débattre et donc pour sensibiliser, pour informer. Il y a un article qui porte sur le débat public, c'est très important de le rappeler, et peut-être ça jouera un rôle utile pour la ratification. Par ailleurs, c'est un ouvrage aussi de l'amitié, et on a parlé de dignité, mais moi je dirais que c'est un ouvrage de la solidarité, puisque j'ai essayé de réunir en fait des personnes qui venaient d'horizons très différents, et près de 10 ans pour sortir cet ouvrage, ça nous a permis de mieux nous connaître, et c'est aussi c'est une forme d'éthique et de relations humaines, et je pense que c'est très important. Et je voulais vous dire que je suis très émue d'être à côté de monsieur Jean Michaud, qui est non seulement un grand juriste, mais surtout un grand humaniste. Par ailleurs, j'aimerais rappeler une phrase qui me paraît très importante de vous, Jean Michaud. Un texte tel que la Convention doit échapper à 2 défauts. En dire trop ou n'en pas dire assez. Et c'est un document porteur de principes généraux qui précède d'autres instruments pour lesquels il servira de référence. Pour ma part, j'ai essayé de travailler un texte qui était vraiment un texte très difficile. J'ai d'ailleurs réfléchi avec le bâtonnier Flécheux sur mon texte sur le consentement. Alors je vous rappellerai cet article, qui est l'article 5, puisque vous avez les dispositions générales, et ensuite vous avez donc l'article 5 de la Convention d'Oviedo qui énonce un principe général. Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention, ainsi que quant à ses conséquences et à ses risques. La personne concernée peut à tout moment librement retirer ce consentement. C'est très important, cette dernière phrase. Alors vous, Monsieur le Président Michaud, vous aviez mentionné à propos de cette phrase, de cet article 5, le consentement de la personne est le premier instrument des garanties auxquelles elle a droit face à la science. Je voulais la rappeler ici. Donc, très rapidement, je dirais que cet article, je l'ai axé sur 3 thèmes. La Convention d'Oviedo n'a pas inventé les notions de consentement et d'information.
qui préexistaient dans de nombreux textes. L'apport de la Convention d'Oviedo en matière de consentement et d'information est cependant très important. Et le troisième chapitre, c'était les principes posés par la Convention d'Oviedo ont notablement inspiré l'UNESCO et le législateur français du 4 mars 2002. Alors, je vais très rapidement vous dire que donc, cette convention, elle a mis au cœur des préoccupations en matière de santé les deux notions de consentement et d'information, car il s'agit en réalité d'une double responsabilité du médecin. Il est responsable de ses actes et de la manière dont ils sont perçus et compris par le malade, mais symétriquement, et ça c'est important, le malade est à la fois le co-auteur et le patient, et celui qui doit informer le professionnel de santé de l'histoire de cette maladie. Donc, la symétrie doit jouer. Le consentement et l'information sont tous deux l'expression de la volonté de la personne. Ce sont des droits qui sont relatifs au respect de la vie privée, au respect du secret médical, au respect de la confidentialité. Et on remarquera d'ailleurs que ce sont des notions qui s'enchaînent et qui s'imbriquent les unes aux autres. Comme vous le savez, le consentement, c'est devenu une exigence historique qui a été renforcée par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et au lendemain de celle-ci, le consentement du patient a pris une importance particulière avec le Code de Nuremberg, qui a invité d'ailleurs toutes les juridictions à renforcer la notion de consentement. La recherche, en effet, bouleverse la relation médecin-malade et elle rend plus nécessaire encore le consentement express de ce dernier. Donc respecter la dignité du malade, c'est respecter sa liberté d'exprimer un consentement libre et éclairé. Donc ce consentement, il demeure une exigence permanente qui est liée à l'évolution des technologies nouvelles. Et les moyens d'examen du malade ont largement atténué le contact direct et intime du médecin avec son malade. Très rapidement, ce que je vais dire, c'est que il y a une recherche de l'universel à travers le consentement. Le consentement, et ça je tiens vraiment à le rappeler, a été mis donc en relief par les crimes contre l'humanité et notamment par le Code de Nuremberg en 1947 sur cette nécessité d'imposer avant toute intervention donc un consentement légal, un consentement total. Vous le savez, c'est le jugement qui a été rendu les 19 et 20 août 1947. C'est vraiment le procès qui a posé les bases d'éthique médicale et qui a été étayé par les multiples témoignages, par les multiples expertises sur la médecine expérimentale et sur les crimes. Donc je vous rappelle rapidement, il s'agissait du procès États-Unis contre Karl Brandt et autres. En fait, c'est très curieux parce qu'il n'y avait que 23 accusés, dont 20 médecins, alors que, évidemment, le parti nazi avait distribué ses cartes à plus de la moitié des médecins. Or, il n'y a eu que 20 médecins qui ont été inquiétés par ce procès. Donc, 10 articles. Le premier est l'article fondamental, un consentement légal, total. Et parmi ces 10 principes, il y a le 9e qui est très important puisque ce principe, c'est le droit pour le sujet d'interrompre les expériences. Car en effet, sans la faculté d'arrêter l'expérience, l'autonomie du sujet s'effondre. Et ce code de Nuremberg, puisqu'on l'a rappelé tout à l'heure, il a édifié les droits fondamentaux de la personne autour de 2 principes, le principe de dignité humaine et le principe de consentement. Donc c'est véritablement la référence civique, éthique, politique de notre époque parce qu'il éclaire les enjeux biomédicaux et politiques du XXIe siècle. Donc c'était un élément que je souhaitais ici rapporter. En effet, ensuite, il y a eu un organisme apolitique qui a été créé au lendemain de la guerre avec l'Association médicale mondiale qui a suscité de nombreuses créations de comités d'éthique avec la déclaration d'Helsinki qui a été reprise à maintes reprises, qui a changé de nom, Helsinki en 64, Manille, Hong Kong, etc. Donc Lisbonne, qui a insisté sur le consentement et sur l'information. Mais j'ai donc évoqué le caractère universel et les règles de portée générale. En effet, ce problème du consentement, en fait,
si on reprend les textes, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui, dans son article 5, l'évoque en filigrane, ce fameux consentement. Il nous dit « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». 1948. Ensuite, il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 qui illustre cette continuité. C'est l'article 7, mais je ne vais pas vous le citer. Vous avez la déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe, en date du 30 mars 1994 de l'Organisation mondiale de la santé d'Amsterdam. Vous avez la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme qui a été adoptée à l'unanimité le 11 novembre 1997, et qui reprend donc tout ce thème du consentement, c'est l'article 5, que je n'ai pas le temps de citer. Vous avez la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines. Donc vous voyez vraiment, vous avez tous les textes internationaux qui sont irradiés par ce principe de dignité, ce principe de consentement. Donc c'était rapidement pour vous donner en fait une esquisse, une ébauche des textes internationaux. Ce que je voudrais dire, mais maintenant c'est concernant le droit européen, vous avez la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 qui elle-même reprend par 3 articles sur l'article 3, nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. L'article 5, toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté. L'article 8 sur le droit au respect de la vie privée. En fait, ces articles de la Convention européenne, ils sont très importants parce que cette convention, elle est dynamique puisque vous avez des arrêts de la Cour européenne qui font vivre le terme consentement. Et donc, c'est la personne humaine qui est prise dans sa globalité et qui consacre ces aspects fondamentaux de la médecine. Je vois que Christian veut que je conclue. Alors oui, alors ma conclusion... Le jeu était la synthèse. Alors bon, d'accord, alors la synthèse ultime... Alors la phrase ultime, c'est qu'en ayant étudié l'information et le consentement, je suis véritablement poussée à dire qu'il est très important d'utiliser ces 2 mots dans le cadre de la médiation médicale et que c'est un nouvel outil qu'il faut mettre en avant parce qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une communication qui est défaillante en médecine comme ailleurs d'ailleurs, mais surtout en médecine parce que la personne est vulnérable et qu'elle a besoin de temps pour comprendre et que je pense que la médiation médicale et la comédiation médicale, c'est-à-dire un médecin médiateur et une autre personne, un juriste par exemple, ça permettrait utilement de mieux comprendre les choses. Le temps du malade et le temps de la maladie sont des aspects différents. Le temps du médecin est également très court. Et la médiation... C'est une autre conférence que vous nous faites. Non, c'est pas une autre conférence. C'est vraiment un aboutissement de ma réflexion sur le terme de la médiation. Voilà. Ce que je voulais vous dire quand même en conclusion, parce que si vous voulez, ça me tient à cœur. C'est un ouvrage qui est un ouvrage collectif. Et je voudrais rappeler ici la mémoire de l'ambassadeur Grosespiel, parce que j'avais demandé à l'ambassadeur Grosespiel donc d'être co-directeur de cet ouvrage. C'était un grand monsieur, il était ancien membre du comité international de bioéthique, il représentait l'Uruguay, il était professeur émérite de l'université d'Uruguay et il s'occupait de droit international de la bioéthique. Il a beaucoup travaillé sur la Convention d'Oviedo. Je souhaitais dire et rappeler sa mémoire ce soir.